Dans les profondeurs de la nuit, alors que l'obscurité enveloppe le monde, même les plus sceptiques se demandent si nous ne sommes vraiment pas seuls ici-bas à fouler le sol de la terre. Ces pas qui résonnent dans l'ombre, ces murmures qui glacent le sang, quel que soit le camp auquel vous appartenez, aventurons-nous sur les légendes plus ou moins surprenantes du Bangladesh. Imaginez l'obscurité suffocante de la nuit, où errent les Sankshini, ces fantômes féminins à la peau d'une blancheur spectrale. Invisibles parmi les branches des arbres, elles hantent les lieux telles des apparitions drapées de linceul. Légende effrayante, elle raconte qu'un jour un brahme, qui est un membre de la première des 4 castes traditionnelles en Inde, qui est la plus aisée, vivait jadis avec sa mère près d'un étang, sous l'emprise d'un arbre maudit. Une nuit funeste, sa femme croisa le regard d'un Sankshini terrifiant. Dans un accès de rage, le spectre l'agrippa, la traîna jusqu'à l'arbre sinistre et l'y emprisonna dans son tronc, la laissant frémir à demi vivante au cœur du bois. Le fantôme, se glissant dans les habits de la femme, retourna à la maison, se fondant sans être démasqué. Ni le mari ni la vieille mère ne perçurent la froideur morbide de l'usurpatrice, croyant que leurs proches revenaient simplement de l'étang. Le lendemain, la belle-mère sentit un changement dans l'air, une tension inexplicable qui s'accrochait à chaque recoin de la maison. Elle observa sa belle-mère, autrefois frêle et maladive, vacillant comme une feuille sous le vent, accomplir ses tâches ménagères avec une agilité surhumaine. Là où il fallait des heures pour balayer les sols et astiquer les meubles, un simple clignement de paupières suffisait désormais. La belle-mère, saisie par l'étrangeté de la situation, préféra pourtant accueillir cette transformation avec une aveugle satisfaction. Cependant, jour après jour, son trouble enfla, telle une ombre grandissante. Les repas jaillissaient avec une rapidité inconcevable, s'accumulant sur les tables comme par magie. Mais ce qui glaça le sang de la belle-mère, ce fut l'apparition soudaine des objets qu'elle réclamait. Au lieu de l'entendre traverser la maison, donc la belle-fille, l'objet désiré surgissait, glissant depuis la pièce voisine, comme si le temps et l'espace avaient été tordus. Sans que la vieille dame le sache, l'esprit qui avait pris la place de sa belle-fille étendait son bras long et déformé à travers les portes, subtilisant et restituant chaque chose avec une précision hors du commun. La maison, autrefois un havre de paix, devenait le théâtre d'une sinistre métamorphose. Un jour, alors que l'obscurité s'étendait dans la maison, la vieille femme fut témoin d'une scène à glacer le sang. Elle demanda à sa belle-fille d'apporter un récipient se trouvant à plusieurs mètres de là. Ce qu'elle vit alors lui fit perdre toute parole. Le fantôme, sans même un regard, allongea son bras à une longueur grotesque et surnaturelle, saisit l'objet et le ramena en un éclair. Ce spectacle, défiant toute logique, la laissa pétrifiée. Silencieuse, elle se retira pour partager sa vision avec son fils. Tous deux décidèrent de veiller sur le fantôme avec une vigilance accrue. Quelques jours plus tard, un autre événement terrifiant accentua leur tourment. La vieille dame connaissait parfaitement l'absence de combustible pour le feu dans la maison ce jour-là. Elle avait observé que sa belle-fille n'avait pas quitté le domicile pour en ramener non plus. Pourtant, une vision cauchemardesque l'attendait dans la cuisine. L'âtre, autrefois silencieux, crépitait d'un feu intense. À son horreur absolue, elle découvrit que la belle-fille n'utilisait aucun bois ni charbon. Non, à la place, elle avait plongé son pied dans le four, nourrissant les flammes. Il n'y avait plus vraiment de doute si sa belle-fille était un Sankshini. La vieille mère raconta à son fils ce qu'elle avait vu, et tous deux conclurent que la jeune femme qui se trouvait dans la maison n'était pas sa véritable épouse. Petite parenthèse, pour dire que visiblement nos deux protagonistes sont vachement perspicaces, voir une personne qui étend son bras comme l'homme élastique, ça passe encore vu qu'elle fait les tâches ménagères plutôt bien et mieux que d'habitude, mais au moment où elle commence à se faire cramer un pied, bon ok là ça devient un peu chelou là quand même, donc ils décident de se méfier. Et finalement, ils ont décidé de faire venir un Oja, équivalent d'un exorciste en France. Un jour, l'exorciste arriva avec son air résolu et une méthode de détection pour le moins originale. Pour déterminer si la femme était humaine ou un fantôme, il utilisa un test qu'on pourrait dire comme étant épicé.
Armé d'un morceau de curcuma enflammé, il le plaça résolument sous le nez de la suspecte. Car bien sûr, tout le monde le sait, aucun esprit, même le plus tenace, ne peut supporter l'odeur d'un curcuma brûlant. Aussitôt, un cri retentit et la femme, entre guillemets, s'enfuit, trahissant sa nature spectrale. Ou son inaptitude à tolérer les arômes culinaires. Vous pouvez refaire le test à la maison si vous voulez vérifier si votre conjoint est un esprit. Merci d'en faire une vidéo et de m'y taguer, je serais clairement très heureux de la regarder. Face à cette révélation spectrale, l'exorciste, pas vraiment connu pour sa patience, décida d'adopter une approche percutante. Armé de ses fidèles pantoufles, il s'attaqua au fantôme, qui finit par avouer dans un charmant accent nasal, car voyez-vous, les fantômes ne peuvent résister à l'envie d'être quelque peu nasillards, et en même temps, après lui avoir mis du curcuma brûlé dans la tronche, on n'aurait clairement pas fait mieux. C'est là qu'elle annonce qu'elle était une Sanchini. Elle avoua que, vexée d'avoir été dérangée par la jeune femme, elle l'avait enfermée dans son arbre près de l'étang. La femme fut récupérée de l'arbre, pâle comme une feuille mais bien vivante. Après une séance persistante de frappe à la chaussure, le spectre promit, avec toute la sincérité qu'un esprit battu peut ressembler, de ne plus jamais importuner le Brahme et sa famille. Libéré de l'emprise du fantôme grâce au talent peu orthodoxe de Logia, l'exorciste, le Brahmi se rétablit, résolu à ne plus jamais s'approcher d'un arbre hanté, ni d'un curcuma brûlant. Le Nishidaak, pièce maîtresse du folklore effrayant des régions orientales de l'Inde, telles que le Bengale et le Bihar, tient à la fois du mythe terrifiant et de l'art de la supercherie nocturne. Ce charmant spectre, maître dans l'art de l'invitation mortelle, sévit avec une redoutable efficacité. En quête d'une victime, il prend soin d'enfiler son costume sonore le plus rassurant, la voix familière d'un proche. Après tout, qui pourrait résister à l'appel d'une voix d'un proche? Dans ces récits alarmants se cache une méthode aussi sophistiquée qu'effrayante. Le Nishi se tient toujours à distance, floutant sa vraie forme comme l'expert en illusion qu'il est. Rapidement, il entraîne la pauvre âme qui le suit avec la conviction d'un marathonien, jusqu'à ce qu'il atteigne un lieu désert. Et là, surprise, le grand moment de révélation. Le Nishi révèle son véritable visage et pour parfaire le tout, achève généralement sa victime. Parce que pourquoi se contentant de défrayer quand on peut combiner spectacle et finale grandiose? Enfin, ça dépend de quel point de vue on se base, bien sûr. Parfois, le Nishi aime bien jouer les bavards, entamant une petite discussion amicale avec sa victime, tout en empruntant la voix rassurante d'un proche. Cette petite causerie peut s'étirer, un formidable événement networking pour le Nishi. Tout pour faire en sorte que sa proie se sente en confiance. Et puis bam, en un rien de temps, la victime entre dans une sorte de transe mystique, se voyant dotée d'une force surhumaine, prête à écraser tout obstacle sur son chemin pour rejoindre son copain spectral. Mais rassurez-vous, le Nishi est très soucieux de rester discret dans son environnement. Il évite les drames sanglants près des maisons, préférant les décors pittoresques tels que les arbres mystérieux ou la silhouette dramatique d'un brouillard épais. Les corps des victimes évaporés, comme s'ils étaient livrés à une séance express de disparition magique, laissant leurs proches dans un suspense insoutenable quant aux circonstances de leur fin. Fidèle à ses habitudes de prédateur monogame, le Nishi ne s'attaque qu'à une proie par nuit, et seulement sous l'ombre inquiétante d'une nouvelle lune. Sa silhouette floue reste presque toujours un secret bien gardé entre lui et sa victime. Ceux qui ont eu la malchance de croiser son regard sont marqués par une terreur d'une intensité inimaginable. Une légende décrit ses yeux flamboyants comme des charbons ardents, prêts à avaler sa proie tout entière. Il se murmure dans les contes ténébreux que les Nishi sont les esprits rancuniers de pauvres âmes qui n'ont jamais reçu leur libération, dignes de cela pour accéder à l'au-delà. Un petit adieu cérémonial ou pindan en indien si vous le souhaitez. Imaginez, manquer votre dernier train astral parce que vos proches ont oublié de cocher la case pindan sur leur liste de choses à faire avant de vous enterrer ou de vous faire passer vers l'au-delà. Pire encore, à la tombée de la nuit, ces esprits tourmentés n'aiment rien tant que de provoquer de mystérieux accidents sur des routes isolées. Pour un Nishi, une voiture lancée dans la brume, c'est à peu près l'équivalent d'un fast food drive-in. Et oui, parce que de leur côté,
Selon la légende, ils ont besoin de tuer pour survivre. Qui aurait cru que les esprits avaient une telle vie nocturne trépidante avec un compteur au-dessus de leur tête? Le Nishi est connu pour son incapacité à appeler plus de 2 fois. Par conséquent, dans les zones rurales, pour assurer sa sécurité, il est préférable de répondre à un appel après que la personne a été appelée 3 fois ou plus. Mais il est important de se rappeler que le Nishi peut être identifié s'il appelle le nom d'une personne au maximum 2 fois et seulement la nuit. On le trouve aussi principalement au Rajasthan et il peut prendre de nombreuses formes et sons. Mais il est peut-être identifié parce qu'il ne peut pas garder ses yeux concentrés sur une seule chose. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais essayer au fur et à mesure d'un peu changer le format, de l'adapter. Là, c'est des tests que je vais faire sans me filmer directement, en essayant d'enregistrer ma voix et de créer, on va dire, plus une atmosphère au fur et à mesure, de jouer avec ma voix, etc. Parce que je ne sais pas le faire vraiment, mais du coup, je vais apprendre pour le faire par la suite et voir qu'est-ce que ça peut rendre, quel genre de vidéo je peux créer avec ça, mettre plus de fonds sonores, ce genre de choses, pour faire en sorte que les histoires sont un peu plus immersives, que lorsque ça coupe, on me voit, on retourne dans l'histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée. Si aujourd'hui c'était plutôt, bon je pense pas terriblement réussi, mais au moins c'est un premier essai. Mais avec grand plaisir, donc je vous lis toujours dans les commentaires. Donc à la semaine prochaine sur cette même chaîne. Bye bye.